Pierrick Bailly est né dans le Jura. Il a grandi dans un village perdu au milieu des bois, il a fait des courtes études de cinéma à Montpellier, puis travaille en intérim tout en commençant à écrire. Le 17 octobre 2023, Pierrick Bailly était l'invité de la librairie Ombre Blanche pour une rencontre autour de son dernier roman, La Foudre, paru aux éditions POL. Bonne écoute. Merci d'être là ce soir et merci à Pierrick Bailly d'avoir fait tout le trajet avec en plus un retard de train jusqu'à nous pour venir nous parler de son dernier livre qui s'appelle La Foudre, publié par les éditions POL. Pour commencer, dans le cas où il y aura des gens dans l'Assemblée qui n'auraient pas lu votre livre, est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de votre roman ? Oui, bien sûr. Bonsoir. C'est l'histoire d'un berger dans le Haut-Jura et qui, dès le début du livre, dès la première page, effeuille un vieux journal pour allumer son poêle à bois. Et à cette occasion-là, il tombe sur un fait divers. Je disais que c'était un vieux journal, c'est pas des journaux de la veille, c'est des journaux qui ont un an, qui ont quelques mois ou un an. Et il tombe sur un fait divers évoquant un meurtre commis par un certain Alexandre Perrin. Et ça retient l'attention du narrateur qui s'appelle Julien, le berger, parce qu'il a été en classe au lycée avec un Alexandre Perrin. Sur le moment, il pense que c'est un homonyme, et puis très vite, il se rend compte que c'est le même qu'il a connu une quinzaine d'années plus tôt. Et il est très surpris parce que c'est un meurtre, un crime assez violent, commis d'un coup de planche dans la tête. Et ça ressemble pas du tout avec le souvenir qu'il a d'Alexandre, puisqu'Alexandre au lycée était quelqu'un de très, très doux, un jeune homme sensible, intelligent, très cultivé. Et il va chercher à savoir ce qui s'est passé. Donc il va contacter la compagne, la femme d'Alexandre, dont il a le contact avec lui, et il va la revoir. Elle aussi, il l'a plus vue depuis le lycée, ils étaient aussi au lycée ensemble. Et Nadia va lui expliquer en gros ce qui s'est passé, voilà. Donc c'est à la fois quelque chose de simple et d'un petit peu compliqué, puisque on peut dire que c'est une bagarre qui a mal tourné, mais c'est une histoire qui a des racines quand même dans des sujets comme l'écologie, le rapport aux animaux, puisqu'Alexandre, lui, était devenu vétérinaire et la victime était un jeune chasseur. Et ce qui les a amenés à s'affronter, oui, c'était un conflit qui est peut-être même encore plus un conflit de voisinage qu'un conflit d'ordre idéologique, puisque le jeune chasseur avait confié son chien, un de ses chiens de chasse, à Alexandre pour qu'il le soigne, un chien malade. Alexandre n'a rien pu faire et le jeune chasseur lui en a voulu. Suite à ça, le jeune chasseur s'est piqué de déverser des charognes d'animaux, de renards ou de blaireaux dans la cour devant chez Alexandre. Ce qu'Alexandre a mal vécu, d'autant qu'il avait déjà vécu la même chose 10 ans plus tôt. Et le jeune chasseur imitant en fait ce qui s'était passé 10 ans plus tôt. Et Alexandre va chercher à savoir qui déverse ces cadavres d'animaux devant chez lui, et il va se cacher une nuit dans le village et voir une silhouette arriver, une silhouette cagoulée d'ailleurs, avec une brouette et là aussi un ou deux animaux. Et ils vont s'affronter à ce moment-là et ça va mal finir. Parce que Alexandre, c'est pas incompatible, hein, mais malgré son côté très doux et cultivé, était un type assez baraqué. Et quand il met un coup, qui plus est un coup de planche, eh ben ça peut être un peu brutal à recevoir. Force, ouais. Oui, c'est ça. On peut imaginer aussi que la personne est mal tombée, quoi. Il s'agit pas, tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas d'un meurtre intentionnel. Et Nadia attend, comme Alexandre, le procès d'Alexandre, mais Alexandre l'attend en prison, lui. Donc Nadia est seule, elle est retournée vivre chez sa mère avec leurs enfants. Et
Et le narrateur, Julien, va accompagner Nadia pendant les mois qui précèdent le procès, jusqu'au procès auquel il va assister. Et puis, voilà, à l'occasion de tous ces rendez-vous qu'ils ont tous les deux, ils vont peu à peu se rapprocher. Merci. Alors, on a dévoilé qu'une toute petite partie du roman, je vous rassure, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Oui, ça peut paraître oui, c'est ça. un résumé intégral, mais en fait, non. Non, c'est pas le cas. Ce roman, comment est-ce qu'il a germé? Comment est-ce qu'il est né dans votre esprit? Il y a différents éléments déclencheurs. L'un d'eux, c'est le lieu, c'est-à-dire les plus hauts sommets du Jura. Ce qu'on appelle les monts Jura, c'est les plus hauts sommets du massif, d'où on surplombe le lac Léman, où on fait face à la chaîne des Alpes, au Mont Blanc, et à toutes les villes aussi frontalières avec la Suisse. Moi, c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est un endroit qui est à la fois très sauvage, assez préservé, et finalement, quand on est sur les crêtes, on se prend la civilisation en pleine figure, parce que toutes ces villes dortoirs, l'aéroport qu'on voit très nettement de Genève, et puis Genève qui n'est pas une grosse ville, mais avec même le jet d'eau qui est visible depuis les crêtes des Monts Jura. Ça crée un contraste assez saisissant. Et puis c'est un endroit que j'aime bien parce qu'il abrite des animaux typiques voilà, de ce coin-là. Vous avez les ours. Dans le Jura, on a les lynx. Voilà. Donc, des lynx, des chamois. Et en fait, mon idée, elle était de situer une intrigue à cet endroit-là, donc, et au départ, j'imaginais faire un narrateur qui serait gardien de refuge. Sauf que je voulais aussi que ce personnage soit assez sauvage, soit solitaire. Et un gardien de refuge, ça implique le collectif, ça implique du passage. Et puis un jour, il y a 2 ans, j'étais dans une librairie dans le Jura, et j'ai fait ce que je fais jamais, c'est-à-dire que on me demande si j'ai un nouveau projet de livre. Et puis, en général, je dis oui, mais je dis absolument pas de quoi il s'agit. Et là, comme j'étais dans le Jura, un peu à domicile, j'ai simplement lâché le fait que, pour le précédent livre, j'étais dans les Hautes-Combes, et là, j'allais me déplacer d'un massif, traverser une vallée et passer au massif d'après, qu'on appelle la Haute-Chaîne du Jura. Et disant ça, à la fin de la rencontre, il y a une amie qui vient me voir et qui me dit « Ah, mais tu sais que au col de la Faucille, dans les Monts Jura, il y a Eugénie, qui est une amie d'enfance, mais que j'ai perdu de vue, qui travaille comme bergère. » Je savais pas ça. Et sur le moment, je me suis dit « Mais quoi, en fait, je m'étais toujours dit que l'idéal, ce serait un berger, mais que comme je ne connais pas de berger autour de moi, ça allait être difficile à imaginer. » Et voilà, j'étais parti pour commencer à écrire ce livre avec un personnage gardien de refuge. J'ai des tonnes de notes pour ça dont j'ai rien fait. Je pourrais faire un livre. Ça sera peut-être un personnage d'un autre roman. Oui, voilà, ça servira peut-être pour autre chose, ou peut-être jamais. Et puis voilà, j'ai hésité pendant 2-3 jours, parce que c'est un peu comme quand vous êtes bien dans une situation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou quoi, et puis que vous croisez une opportunité d'avoir autre chose. Peut-être à peine mieux, en tout cas, évidemment, on a toujours l'impression avant que la nouveauté est plus intéressante. Et là, j'ai passé 3 jours à me demander s'il fallait oser prendre ce risque au dernier moment de changer quelque chose d'hyper important dans ce que j'avais prévu de faire. Et puis, j'ai contacté Eugénie, je l'ai vue, je l'ai observée travailler, et elle a accepté aussi que j'utilise des éléments de sa vie pour écrire, parce que ça tombait à la fois bien et en même temps c'était un peu intimidant au début, puisque ça je le savais, elle-même est quelqu'un de très sauvage, qui s'ouvre peu et qui, comme le narrateur et comme sans doute beaucoup de bergers, a choisi ce métier précisément parce qu'il permet la solitude, l'isolement. Ça, c'est une chose. Un autre élément qui est à l'origine de ce livre, c'est vraiment le personnage d'Alexandre. Ce personnage
avec lequel le narrateur va nouer un lien un peu amical et avoir une sorte de relation de fascination quand il est au lycée. Et ce personnage, j'ai longtemps pensé qu'il venait de mon retour dans le Jura, qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. Je suis retourné vivre à l'endroit où j'ai grandi, où je suis né, où j'ai grandi, il y a 10 ans, en partie. Et, j'ai retrouvé des amis du lycée, du collège. Cette idée d'écrire sur l'ami du lycée qu'on retrouve, qui revient, évidemment, je pense qu'elle vient de là, mais après, ce qu'est Alexandre, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est quelqu'un de brillant, d'à l'aise à l'oral, de cultivé, j'ai compris assez récemment que je pense que ça me venait plus de personnes que j'ai rencontrées après la publication de mon premier livre, de gens assez différents de moi, qui avaient fait des études de lettres, moi, en fait, quand j'ai publié mon premier roman, je connaissais rien au monde littéraire, j'avais pas fait d'études littéraires du tout, et je connaissais rien au monde éditorial. Et très vite, j'étais associé parfois, parce qu'un premier livre, parfois on nous met ensemble les premiers romans de la rentrée, ou je sais pas quoi, voilà. Et donc j'ai fait la connaissance de gens qui avaient un parcours totalement différent du mien. À l'âge où moi je ramassais les crottes de chiens à Lons-le-Saunier, parce que j'ai été éboueur pendant des années, et eux ils étaient à Normal Sup ou quoi, et il y avait un contraste assez fort évidemment à ce moment-là, et puis de ma part une forme de complexe en fait à leur endroit, parce que j'ai l'impression qu'ils mettaient en valeur tout ce que je savais pas faire, toutes mes lacunes intellectuelles, sociales et tout ça. Et ce personnage d'Alexandre vient de là aussi. Et est-ce que vous avez songé à écrire le roman du point de vue du personnage d'Alexandre à un moment ? C'est pas impossible, parce que le personnage d'Alexandre a précédé au berger. En tout cas, si dans votre esprit le premier personnage auquel vous avez pensé, c'est Alexandre, justement, qu'est-ce qui à un moment a fait que vous vous êtes dit non, je vais pas écrire l'histoire de son point de vue, mais du point de vue d'un narrateur extérieur qui est Julien? J'ai commencé à amasser des notes et des idées autour de ce personnage d'Alexandre, et je sentais qu'il me manquait quelque chose pour me lancer. Et ce qui me manquait, c'est très banal, c'est une intrigue. J'ai besoin de ça aujourd'hui, en tout cas pour certains projets, j'ai besoin de ça. Et j'ai passé un peu de temps à chercher une intrigue. Alors ça veut rien dire chercher une intrigue, on cherche pas comme ça. Mais c'est quand même des moments où j'ai l'impression qu'on est très déjà assez tendu et un peu je sais pas. Je trouve que les moments où les intrigues viennent, ils se ressemblent, quoi. C'est des moments quand même où on n'est pas content de soi et où on est assez agité et tout ça. Et à un moment donné, j'ai trouvé, voilà, je sais plus exactement d'où elle me vient, mais il y a eu cette idée d'une histoire qui serait racontée par un narrateur et dont un de ses amis aurait commis un meurtre, quoi. C'est vraiment ça qui a été le déclencheur narratif. D'accord. Okay. Ouais. C'est vraiment l'idée de l'ami qui aurait commis un meurtre. On connaît quelqu'un dans notre entourage, alors ça peut être la famille ou quoi, mais et comment on se positionne et tout ça. Et à partir de ce moment-là, tout s'est écrit assez vite en fait. Tout s'est construit assez vite, et cet ami, c'était une occasion, voilà, de faire exister ce personnage d'Alexandre dans une histoire. Et là, tout s'est tissé assez vite. L'idée qu'Alexandre ait une vie de famille ouvrait des possibilités que j'ai voulu explorer. Et c'est vrai que là, l'histoire, elle vient en quelques jours presque. Ok, donc oui, l'histoire d'amour qui suit justement l'histoire de l'ami qui a commis un meurtre, c'est pas quelque chose qui est venu directement, c'est la suite. Oui, totalement. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'explore cette voie-là ? Et en même temps, je trouvais ça assez stimulant. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant y aller à fond, quoi. Je dis, allons-y gaiement. Il y a l'opportunité de commencer vraiment dans un genre de roman noir, et puis de basculer vers quelque chose, une sorte de roman de passion amoureuse. Et j'ai eu envie d'aller voir ce que ça donnait de ce côté-là. Oui, c'est marrant que vous parliez d'un ami qui commet un meurtre.
En tout cas, la première partie de votre roman m'a fait penser à un roman de Tiffany Tavernier, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle L'Ami. Oui, je l'ai lu, Voilà. parce qu'on devait être associés dans un truc. Ok. Mais non, ça... Mais c'est pas ça qui est... Non, c'est un voisin, mais c'est un déclenché. voisin qui... Ah si, ils le connaissent. Bah, c'est Ouais. son seul ami dans le livre, le roman de Tiffany Tavernier, pour les gens qui ne l'ont pas lu. Mais je l'ai lu, voilà, je l'ai lu c'est après ça, l'histoire avoir eu cette aussi. idée-là. Ok, Parce d'accord. que, Bon, après, ça peut être une idée, effectivement, je veux dire. Oui, bien sûr. Et puis Non, aussi je être sais d'où elle me développée vient, dans mais d'autres j'ai romans, pas. mais- Elle vient d'une série télé un peu. Ah, d'accord. Ah, voilà, vous nous dites pas tout. C'est comme ça. Un jour, je sais pas, je regardais un épisode d'une série que j'ai déjà vue, j'ai pris au hasard, et puis paf, ça commence comme ça. Et vous vous êtes dit, C'est ça une fait série une bonne comique matière qui a rien à romanesque. voir. Oui, Ok. en fait, ouais, ça a rien à voir avec. Avec c'est- l'étoffe de votre roman. Oui, quoi, en oui, tout cas. vraiment. Ok. Ouais. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur le personnage de Julien, qui je trouve est un personnage vraiment très intéressant, d'autant qu'il est très étoffé puisqu'on a accès à ses pensées, puisque c'est lui qui va nous raconter toute l'histoire et qui nous raconte un peu tout ce qui lui passe par la tête et qui nous fait part de toutes ses émotions. C'est un personnage assez ambigu et complexe. À la fois, il a un fort caractère, il peut être grincheux par moments, notamment avec les promeneurs, parce qu'il n'aime pas les randonneurs. Et à la fois, il a aussi quelque chose de très attachant, et il se laisse un petit peu malmener, entre guillemets, en subissant continuellement le choix des autres. C'est aussi un personnage assez malléable. Je me suis demandé comment est-ce qu'on construit l'épaisseur psychologique d'un personnage comme ça. Bah, c'est juste, en tout cas, tout ce que vous dites, et c'est vrai qu'il est à la fois très influençable et en même temps, parfois, il est influençable et il se construit, en fait, souvent dans le reflet du modèle d'autres, de personnes qui se choisit, évidemment. Et son premier modèle, c'était son grand-père, avec lequel il a découvert la forêt, qui les arpentait un peu comme deux chamois, à l'occasion de week-ends et de vacances qu'il passait chez lui. Et son grand-père qui l'a initié à la faune et la flore de cette vallée, et qui lui a raconté aussi toute l'histoire des paysans montagnards dont lui-même était issu. Et que Julien écoutait un peu comme un western, assez fasciné aussi par le caractère de son grand-père, qui était quelqu'un, pour le coup, un homme plutôt un cliché d'homme de la montagne, quoi, quelqu'un d'un peu bourru, qui a un fort caractère, avec du charisme et tout ça. Sauf que Julien, il n'était pas que ça, il était aussi un gamin assez sensible, un gamin amoureux qui, quand il était à l'école ou au collège, était plus préoccupé par les filles ou par rêver ou plus intéressé par la nature que la bagarre ou le sport ou les voitures, quoi. C'est un peu cliché tout ça, mais tout ça pour dire qu'il n'avait pas que ce côté un peu issu de son grand-père, et cette sensibilité, il a eu du mal à l'assumer, mais il a réussi à le faire quand il est arrivé au lycée, qu'il s'est rapproché d'un groupe de filles, et encore plus quand il a fait la connaissance d'Alexandre, qui a été un deuxième modèle et un contrepoint à ce qu'était son grand-père. Et c'est vrai qu'il se construit en passant de l'un à l'autre, et il finit par accepter qu'il peut faire avec ces deux facettes, quoi, une facette un peu rustre et une facette sensible. Et quand on le trouve au début du livre, c'est vrai qu'il est, encore une fois, un peu, il est ces deux côtés-là, quoi. Il a ces deux côtés-là. Et quand vous disiez que, c'est juste, je voulais préciser, quand vous disiez qu'il aimait pas les randonneurs, c'est que il y a des raisons très concrètes à ça. Contrairement d'ailleurs aux Pyrénées ou aux Alpes, le Jura étant très très bas, les alpages sont très facilement accessibles. Donc les bergers sont très souvent dérangés, typiquement pour demander à remplir leur gourde, et ce qui n'est pas le cas dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et donc c'est pas tant qu'il aime pas les randonneurs que il y est confronté au quotidien, et comme c'est une montagne basse aussi, il y a pas de source.
contrairement là aussi aux Pyrénées. Donc la seule manière d'avoir de l'eau, si jamais on a oublié sa gourde ou qu'elle est vide, bah, c'est d'aller taper à la porte de la première bergerie qu'on croise et sur laquelle on aperçoit un système de récupération d'eau de pluie avec une citerne et tout ça. On se dit, il doit avoir plein d'eau, il va bien nous remplir notre gourde. Sauf que cette eau-là, elle sert à abreuver les brebis et l'eau potable, il va la chercher avec son 4x4 loin d'ici, rempli des jerrycans. Donc voilà, et c'est vrai que typiquement d'ailleurs le chalet est situé à 15 minutes à pied d'une petite station de loisirs, donc il n'est pas si isolé que ça finalement. Oui, c'est ça. C'est ce dont on se rend compte à une partie, effectivement, à un moment du roman qu'en fait, la civilisation est accessible assez rapidement finalement. Oui, ouais. Et puis pour les randonneurs, il y a aussi ce côté-là que pour lui, c'est effectivement c'est tout au quotidien, alors que pour eux, ils ont l'impression de voir un berger en plein travail et c'est quelque chose d'exceptionnel pour eux. Et parfois, je crois qu'il y a des passages où ils le prennent en photo, etc. Bien sûr, une expérience sociologique qu'on pourra raconter aux copains en rentrant de la randonnée. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que je pense qu'on a, pour une bonne partie d'entre nous, été à la place de ces randonneurs-là. Mais moi aussi, d'ailleurs. Je l'ai vu de l'autre point de vue, tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'autre facette, effectivement. Oui, mais moi, j'en veux pas aux randonneurs parce que je suis aussi de ce côté-là. Hein, je suis pas le berger. On n'en veut pas à Julien non plus, hein, c'est vrai, c'est compréhensible, mais c'est vrai que c'est drôle de voir l'autre côté du métier, effectivement, dans le roman. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'aime bien me situer du côté des gens qui travaillent dans un lieu, dans un espace. Et voilà, souvent, je fais la distinction entre le pays et le paysage. Le paysage étant l'endroit qu'on contemple, qu'on visite et qu'on traverse un peu parfois en touriste. Et le paysage dans l'endroit qu'on éprouve au quotidien, quoi, et où on travaille. Le pays, pardon. Je me suis emmêlé dans mon truc, non. Non. Et voilà, comme dans mes autres romans d'ailleurs, on est avec les gens qui vivent le lieu de l'intérieur et qui travaillent à la montagne ou la ville où ça se passe. Est-ce qu'on peut dire donc que Julien, il incarne le fait qu'on se construit globalement comme une sorte de mosaïque en fonction de tout ce qui nous entoure, des gens, mais aussi de la nature, de notre travail, etc. Oui, après c'est une idée avec laquelle peut-être tout le monde n'est pas d'accord. Oui. Mais en ce qui le concerne, oui, c'est totalement ça, puisqu'il se construit vraiment avec des modèles et du fait de ses expériences multiples. Et c'est vrai que cette idée d'un personnage aussi malléable, peut-être qu'elle peut déstabiliser certaines personnes qui préfèrent, alors peu importe ce qu'elles sont dans la vie, mais qui préfèrent peut-être dans les livres des héros bien dessinés, ou typiquement des héros, voire des super-héros des héros, ouais, voilà, c'est ça. Là, on est plus sur. Alors, je sais pas si le terme d'anti-héros c'est applicable. En fait, c'est juste quelqu'un quelqu'un dont on a l'impression qu'on pourrait le côtoyer dans notre vie quotidienne, en fait, voilà. Oui, ou qui pourrait être peut-être nous-mêmes, je sais pas. En tout cas, être nous-mêmes, c'est vrai que comme vous disiez tout à l'heure, le livre est écrit à la première personne et on est assez proche de quoi. On est dans sa tête en fait et on le suit dans ce caractère qui est quand même peut-être un peu particulier, mais qui est assez fragile en fait. C'est pas quelqu'un qui est sûr de lui. Et c'est quelqu'un qui doute beaucoup, qui passe son temps qui hésite dans nombre de situations et qui a pas d'idée arrêtée sur les choses. Et voilà. Et là aussi, je pense que soit ça parle, soit ça déstabilise. Après, peut-être qu'on est un peu tous comme ça et qu'on a parfois du mal à l'assumer ou l'accepter. Tous une part de Julien. Peut-être, oui. Alors justement, vous évoquez le fait que le roman soit écrit à la première personne. Moi, j'ai trouvé que voilà,
c'est un parti pris qui fait qu'on s'embarque très facilement et rapidement dans le roman, qui fait qu'on a l'impression que le narrateur nous parle à nous, et donc de tisser une vraie intimité avec le personnage dont il est question. Même si je trouve que c'est un peu déroutant au début, parce que, en tout cas, moi, je me suis dit, mais alors, est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un ou est-ce qu'il s'adresse au lecteur? Est-ce qu'il s'adresse à moi? Est-ce que ce choix de décrire la première personne, c'était une évidence dès le début? Oui, bah oui. Comme vous l'avez dit, j'ai un peu envisagé le livre, mais comme presque tous mes livres, comme une sorte de confession, quoi, Ouais. une sorte de confession à un ami. Et c'est vrai que ça- le narrateur s'adresse pas pour autant directement au lecteur, mais je pense qu'il y a cette sensation d'une proximité forte avec le lecteur qui peut naître de la première personne et de la manière dont à la fois ça tient au caractère du narrateur et, à cette manière aussi de s'ouvrir beaucoup et de faire état de ses tourments et de ses ouais et de ses hésitations, ouais. Alors, C'est ce qui le fait exister, il me semble, quoi. Moi, c'est comme ça. En fait, c'est les personnages que j'aime dans les livres ou au cinéma. C'est les personnages qui ont des failles. Et je trouve qu'on sent exister un personnage à partir de ses failles. Un personnage sans faille me semble être un personnage un peu idiot, un peu vide. Oui. Ou alors peut-être que c'est pas pour dénigrer la littérature jeunesse, mais alors, voilà, on est dans des enjeux où peut-être que c'est pas le personnage qui intéresse, mais on est dans des enjeux de bien et de mal, de choses très, très dessinées. Et là, moi, je m'ennuie assez vite, en fait, quand on est dans ce genre de construction-là. Alors que j'aime bien les personnages. Ça aussi, c'est un peu facile à dire, mais qui ont eux-mêmes voilà, une part de haine et de violence avec laquelle ils composent. Et à côté de ça, de bonté et de l'amour pour les autres et tout ça. Oui, c'est ça. Et puis ça nous permet, je trouve, nous, en tant que lecteurs, de passer par plein d'émotions différentes aussi, parce qu'il y a des moments où ce personnage, que ce soit celui-ci ou les autres d'ailleurs dans le roman, on peut le trouver parfois extrêmement agaçant, je trouve, Julien, par les choix ou les non-choix qu'il fait, justement, où parfois on a un petit peu envie de le secouer. Et en même temps, parfois, justement, d'être totalement en adéquation et en empathie avec lui. Et je trouve ça plutôt chouette de passer par toutes ces émotions-là et pas d'être tout le temps en empathie avec ce personnage-là et tout le temps d'accord avec les choix qu'il fait, etc. Je trouve que c'est intéressant aussi dans un parcours de lecteur. Oui, c'est sûr que si le personnage a que des actions attendues, c'est peut-être un peu décevant aussi. C'est ça. Alors que si on a envie de lui faire prendre telle ou telle direction, que lui ça rend le lecteur un peu actif. Donc, cette idée-là, elle est pas mal aussi, quoi. C'est ça, d'avoir un personnage qui n'est pas totalement 100% aimable, comme en fait le sont à peu près tous les gens dans la vraie vie, je pense. Oui, aussi, oui. Je pense aussi. Je rebondis parce que vous avez parlé de confession tout à l'heure. Il y a quelque chose qui me semble occuper une place assez importante dans votre roman, c'est aussi l'idée de mensonge, de comment on se situe par rapport à la réalité, ne serait-ce que parce qu'il y a une partie où vous faites état d'un procès. Et donc, c'est ce qu'on va chercher à établir, la réalité des faits, de ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu il y a aussi les mensonges que Nadia fait à son entourage, la femme d'Alexandre, parce que voilà, elle n'ose pas, en fait... elle n'est pas à l'aise avec le fait elle a déménagé avec le fait de dire que son mari est en prison, donc elle va dire aux gens qu'il est mort. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la place qu'occupe le concept de vérité dans votre roman ? C'est une question qui me semble importante pour moi, qui m'intéresse, mais peut-être qui nous intéresse tous, ou sans qu'on s'en rende compte. Mais c'est peut-être, alors c'est pas la vérité d'un sujet mais c'est la vérité qui concerne, je sais pas, la nature humaine ou la condition humaine. Et c'est moi ça m'intéresse parce que je pense que l'idée de la vérité, elle est c'est pas une idée arrêtée, c'est même presque une sensation plus qu'une vérité. Je trouve qu'on a l'impression d'approcher de cette idée-là quand on ressent une forme de trouble. C'est pas quand on a l'impression d'avoir atteint l'idée juste. Et ce trouble-là, c'est ce qui m'intéresse dans la vie, dans les livres, et c'est ce que j'essaie aussi de créer
voilà, dans ce que j'écris, en n'essayant pas de faire des histoires absolument morales et des personnages, là aussi, qui prêchent la bonne parole. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, la vérité, c'est une chose et son contraire, quoi. Elle implique l'idée de la contradiction et du coup de la nuance. Ouais. Oui, du fait qu'on peut avoir différentes vérités selon l'interlocuteur qu'on a en face. Oui, par exemple, et puis que voilà, qu'il n'y a pas une voie simple. Tracée, quoi. Voilà. Il y a un autre alors thème qui apparaît dans ce roman, peut-être un peu moins que dans certains de vos précédents romans, mais dont j'aimerais quand même vous parler, qui est celui de la paternité. Alors j'entends par là le fait d'être père, mais aussi là en l'occurrence d'être plus ou moins beau-père. C'est un thème qui apparaît quand même dans d'autres de vos romans, notamment le roman de Jim. Pourquoi est-ce que vous choisissez d'en faire l'un des sujets de vos romans ? Déjà, je le choisis pas, et puis je l'envisage même pas comme un sujet. En fait, tout nous tombe toujours un peu dessus, sans qu'on le voit venir. Et même si d'ailleurs ça semble revenir de livre en livre, ça je m'en rends pas compte. Et parfois les échos, les ressemblances qu'il y a entre deux livres, je me rends compte une fois qu'ils sont publiés, qu'on me le dit. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a des points communs si flagrants. Et après, il se trouve simplement qu'il y a un peu moins de 10 ans, j'ai perdu mon père et j'en ai fait un livre. Et ça a été peut-être un tournant dans mon rapport à l'écriture, puisque c'est un livre qui est autobiographique, un récit. Et ça m'a amené à faire des histoires peut-être un peu plus quotidiennes, plus réalistes, et à essayer aussi des récits plus classiques dans la forme, assez linéaires. Et là où avant, j'avais tendance à essayer des expérimentations formelles avec des structures un peu mécaniques, mathématiques et tout ça. Et c'est vrai que j'ai longtemps pensé que, mettons, la paternité ou ces sujets très quotidiens, la famille, c'était pas très intéressant. Sauf que c'était évidemment mon quotidien, comme c'était ma vie, comme pour beaucoup. Et un jour, ça s'est imposé que j'ai eu une idée un jour d'un livre qui serait vraiment sur la question des enfants. Et je voulais pas l'écrire, et finalement, je l'ai quand même écrit. Et j'ai très vite compris que ça allait être une nouvelle voie. Alors, pas l'idée de la paternité, mais de faire des livres réalistes qui parlent de la vie. Voilà. Souvent, on demande à des auteurs alors, si on croise quelqu'un, voilà, comme en vacances ou sur la plage, et puis on se demande qu'est-ce qu'on fait comme boulot et tout ça, et qu'on répond qu'on écrit des livres, on demande mais alors quel genre de livre, et c'est vrai que on a des policiers ou de la science-fiction, quoi. Et c'est toujours il y a des cases bien précises. Voilà, et j'aimerais bien d'ailleurs avoir une réponse qui soit assez simple à fournir, parce que moi, je sais pas trop quoi dire, parce que comme c'est pas des polars, c'est pas de la science-fiction, c'est pas des romans historiques, et je me retrouve à bafouiller, puis à dire, je sais pas, c'est des livres, des histoires d'aujourd'hui, des romans, mais puis je sais pas, ça parle de la vie, quoi. Donc c'est un peu vague, mais je sais pas trop comment. Il faudrait inventer une catégorie pour ce genre de livre, parce qu'il y en a il y en a dans les librairies, littérature générale, mais je vais pas dire je fais de la littérature générale. Littérature générale, je pense voilà. que ça ne parlerait pas trop effectivement non, aux gens. C'est un peu nul comme réponse. Ou, sinon, littérature française. Ouais, il y a ça aussi parmi les étiquettes. Non, mais non, je sais pas si vous avez une idée pour m'aider la prochaine fois que je me retrouve confronté à la question. Ah, on va y réfléchir. Ouais. Ouais, des histoires de vie, hein. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, ouais, des histoires en plus, de vie. Des histoires de vie, c'est quand même quelque chose que que nous, nos clients et nos lecteurs formulent eux-mêmes, c'est-à-dire dans ce qu'ils cherchent. Donc, c'est assez fréquent qu'on nous demande des conseils sur des romans qui racontent des histoires de vie. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi quand je donne cette réponse ou que j'essaie de répondre, j'ai toujours l'impression d'être décevant. que l'autre il serait
qu'en face, il serait rassuré si je donnais Il manque un peut-être genre une précis. dimension un peu féerique ou peut-être un peu trop terre à terre. Oui, peut-être. Ou peut-être que c'est un peu trop vague pour les gens. Voilà. Oui, je pense que c'est plutôt le côté vague. Mais ça, c'est dans mon idée. Hein. C'est pas... Après, évidemment, ça dépend des lectures habituées de l'interlocuteur. Quoi. Donc, bon, là-dessus, on peut pas... On va y réfléchir. Mais c'est vrai que ce tournant ou cette tendance, alors c'est très, très cliché, mais j'ai l'impression aussi qu'on attend parfois d'un homme ou dont on imagine qu'un auteur masculin va être plus du côté de l'imaginaire ou de la science-fiction et que écrire sur l'éducation, sur le rapport aux enfants, sur l'éducation des enfants, ou sur l'amour, ou des vastes thèmes, mais qui sont très, très simples comme ça, c'est plus réservé à des femmes, et comme s'il y avait quelque chose de pas très noble, en fait, de la part d'un homme, de s'emparer de ces sujets quotidiens. Et pendant longtemps, j'essayais de me protéger de ça, et quoi, bon, ça fait un moment quand même que j'ai lâché cette protection et que j'assume cette dimension-là. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Bon, justement, un peu en parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur les auteurs que j'ai rencontrés quand j'ai publié mon premier roman, j'avais l'impression que pour être pris au sérieux, il fallait faire des grandes fresques géopolitiques sur Daesh ou sur je sais pas quoi. Et comme moi, c'est pas mon truc, puis même en tant que lecteur, je me sentais là aussi assez complexé, quoi. Et puis à un moment, j'ai assumé voilà, ma part triviale, familiale, sentimentale. Ce qui nous convient parfaitement. Alors, j'y avais pas pensé, mais maintenant que vous parlez de masculin et de féminin, en fait, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Si je dis pas de bêtises, tous vos romans... les personnages vraiment centraux de tous vos romans sont quand même plutôt des hommes. En tout cas, tous ceux que vous écrivez à la première personne, ce sont des personnages masculins. Est-ce que vous pourriez envisager d'écrire à la première personne un roman qui mettrait en scène un personnage féminin ? En théorie, oui, parce que moi, je suis pour que tout soit possible, quoi. Et je pense pas que c'est des débats un peu actuels. Alors, c'est pas tellement dans le sens du débat, parce qu'effectivement, je sais que ça peut être un débat. c'est plus, est-ce que ça pourrait vous venir à l'idée, et est-ce que ce serait tout aussi... il faudrait... Ouais, peut-être qu'un jour, j'essaierai. Okay. Que ce soit une femme ou en tout cas un narrateur très différent de moi, parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai tendance à grandir un peu avec mes narrateurs et à faire des narrateurs qui me ressemblent beaucoup. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'essayer... alors, parce que j'aurai une idée, parce que ça répondra à une nécessité ou plus que sous forme d'un défi gratuit comme ça. Mais oui, peut-être, alors que ce soit un personnage féminin ou quelqu'un très, très loin de moi. J'allais dire une femme qui vit à l'autre bout du monde, peut-être, qui est trader. Après, il ne faut pas que ce soit gratuit. Quoi. Il faut que ça ait du sens sûr. et que ça m'intéresse. Oui, quoi, il faut que il faut qu'il y ait ce soit quelque chose, d'une envie, bien sûr. Ouais. Mais en soi, oui, je suis pas contre. Mais pourquoi pas. Okay. Tout à l'heure, on parlait des lieux. Vos personnages, de manière générale, dans tous vos romans, ils ont un ancrage très fort, que ce soit un ancrage territorial ou un ancrage au niveau du milieu duquel ils viennent aussi. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui définit quelqu'un ? Oui, je pense ça, ouais. Comme je pense plein de gens, ouais. Je crois à la sociologie, oui. Oui, c'est vrai que... Mais là aussi, finalement, je fais un peu avec mon parcours, avec ce que j'ai sous la main. Et ça se passe dans le Jura, dans des milieux soit que je connais ou que j'ai même... voilà, où... Vous avez côtoyé ? Oui, ouais, longtemps, je faisais des personnages qui étaient intérimaires, des narrateurs intérimaires, parce que j'ai beaucoup fait ça. Et j'avais tout un stock d'expériences qui me permettait d'alimenter la dimension professionnelle. Voilà. Et puis là, pour ce livre, oui, la petite différence, et je l'ai dit tout à l'heure par rapport à La Bergère, et je l'ai fait aussi pour le procès, c'est que j'ai fait quelque chose de nouveau, c'est que
j'ai interrogé des personnes autour de moi, quoi, pour certains éléments du texte. Ce qui est assez, ouais, les auteurs font souvent ça, ils font des recherches parfois en librairie, pas en librairie, en bibliothèque. C'était un peu le truc avant Internet et tout ça. Et là, oui, donc j'ai eu, je pense que c'est même, ce sera le cas pour d'autres livres aussi. J'ai l'impression d'avoir un peu épuisé mon stock d'expériences personnelles intéressantes, typiquement d'un point de vue professionnel. Et donc, j'essaie de m'intéresser à des gens qui font des choses que je connais pas. Mais ça, en tout cas, c'est quelque chose effectivement qui revient et qui vous tient vraiment à cœur de parler du métier de vos personnages, de leur travail, de leur environnement de travail. Ça va pas de soi. Parfois, je lis des livres et on ne sait pas quel métier ou bien fait le métier est seulement mentionné, mais vous, c'est vrai que vous en faites quand même très régulièrement une description assez détaillée, voilà. Bah oui. Comme je dis, ça me manque dans certaines lectures et je comprends pas même le fait que le personnage n'a pas l'air de travailler. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, mais je pense aussi parce que je viens de là à tout niveau, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler assez jeune. J'ai fait 2 années d'études de cinéma à Montpellier, mais après je suis retourné vivre dans le Jura, je me suis mis à travailler en intérim. Et puis surtout, mes premières lectures et celles qui m'ont peut-être amené à l'écriture, c'était justement des récits de beaucoup de littérature américaine, d'auteurs qui faisaient état justement de leur petit boulot, de leur activité d'ouvrier à l'usine et tout ça. Même j'ai lu assez jeune ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, des auteurs français dans les années 50 qui parlaient justement de leur travail. Je pense à Georges Navel qui a écrit un livre qui s'appelle Travaux que j'ai relu et que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, tout à l'heure je disais que j'étais complexé au moment de la publication de mon premier livre, que j'ai pas fait d'études de lettres, et ça peut paraître contradictoire avec le fait que j'ai quand même écrit très jeune et publié assez jeune aussi. Et je pense que ça vient entre autres, parmi d'autres raisons, de ces lectures. Que d'ailleurs je faisais tout en travaillant à l'usine. Je lisais Hubert Selby Jr. qui situe ses intrigues dans le New York prolétaire, et tout en moi bossant dans cet univers-là. Et il y avait quelque chose d'assez naturel en fait entre mes lectures, ce que je faisais, et le fait d'écrire. Je me disais, puisque eux le font, en fait, je peux me l'autoriser, quoi. Vous avez dit pourquoi pas vous, quoi. Oui, c'est vrai que ça va pas de soi. Il y a beaucoup de gens qui sont très, je sais pas. Même quand mon premier livre a apparu, il y avait parfois des gens, même des profs de fac qui venaient me voir, qui me disaient, mais moi j'ai jamais osé vraiment me lancer. Et il y a comme l'impression parfois que l'excès de savoir ou de lecture même peut être plus inhibant qu'autre chose. Et je pense que moi il y avait quelque chose un peu du contraire, d'une forme de fraîcheur et de naïveté, mais aussi d'une ouverture liée à mes lectures qui a fait que j'ai pas connu cette peur là ou ce besoin ou cette idée qu'il faudrait que j'ai lu 500 fois tout Proust pour être légitime, quoi. Cette question de la légitimité, voilà. Pour continuer sur la question des lieux, il y a une phrase que j'ai relevée. Julien parle de Nadia et de leur époque où ils se connaissaient au lycée. Il dit « On était liés par une complicité d'ordre géographique ». Est-ce que ça veut dire que pour vous, il y a quelque chose de l'ordre de l'appartenance à un clan quand on vient d'une même vallée ? D'une même vallée ou d'un même quartier ou d'une même ville, ouais, je pense. Puis le Jura, c'est pas le Pays Basque ou la Bretagne, mais c'est quand même un lieu où il y a une identité, une certaine identité. Et c'est le cas aussi, peut-être un peu plus par ici, quoi. Mais pour autant, voilà, il y a pas d'idée
quoi. Il y a pas de régionalisme derrière cette idée-là. Oui, Il n'y a oui, pas ok. de chauvinisme plutôt quoi derrière cette idée-là, mais c'est évident que typiquement au lycée, si on vient du même village et qu'on est en internat, eh ben, on a l'impression, voilà, on a un élément qui nous rapproche, quoi. Oui, c'est ça. Il parle de, Voilà, il parle de connivence, je me souviens. Dans voilà, ce c'est passage, une donc, petite c'est ça. connivence avec quelqu'un dont finalement il n'était pas très proche. Oui, C'était plus cette idée-là, quoi, quelque chose qui peut relier deux personnes. Voilà. Ok. Vos personnages, je trouve qu'ils ressemblent un petit peu à la nature qui les entoure. Et la nature, justement, c'est un des éléments qui est très très présent dans vos romans. Est-ce que vous parlez de la nature de la même manière que vous construisez vos personnages ? Est-ce que vous construisez la nature dans vos romans comme vous construisez un personnage ? Parce qu'elle est quasiment personnifiée, je trouve, pour le coup, la nature. Bah, c'est vrai qu'ici, elle a même plus de place que dans mes autres livres. Mm. Et ça, c'était une vraie volonté de faire un livre qui soit beaucoup plus ancré dans la nature, même si le lieu a toujours été important dans mes autres livres. Mais là, je voulais, voilà. D'ailleurs, j'assume l'expression nature writing, là, Oui. parce que On emploie souvent pour les auteurs américains. mais exactement. effectivement, Et j'avais un peu cette idée-là de quelque chose d'un peu plus ample. Et où la nature existe plus, d'où en fait le personnage du grand-père permet ça en fait, permet cette exploration un peu plus complexe et vaste des lieux quoi. Et c'est vrai que pour ce livre-là, peut-être on peut dire que la nature est un peu un personnage, oui. Mais du fait de ce héros qui est berger. Et puis en fait, je crois que c'est quand même lié à ce que sont les personnages et au lien qu'ils ont eux-mêmes avec la nature ou avec la forêt, même encore plus que la nature, parce que, comme je disais, ce sont des montagnes basses, donc qui sont recouvertes de forêt, le Jura, surtout le sud du Jura, est quasiment tout entier recouvert de forêt. Et finalement, la forêt, c'est un endroit qui est peu exploré par l'homme au quotidien, quoi, qui est peu pratiqué, quoi. Et là, tous les personnages ont une pratique réelle, concrète de la forêt, quoi. Évidemment, Julien, il y a son activité de berger, mais il y a aussi son enfance à arpenter les forêts d'épicéas avec son grand-père, voilà, qui a un rapport très intime en fait à la forêt. Alexandre a un rapport plus savant, mais un rapport réel quand même. C'est d'ailleurs lui qui va initier Nadia un peu aux forêts de son enfance, quoi, qui va lui présenter les espèces d'arbres et tout ça, les animaux avec qui il va faire des affûts et tout ça. Et même le chasseur, parce que finalement, moi, quand je me promène en forêt, je croise pas grand monde, voire jamais personne, hormis des chasseurs, des bûcherons, quoi, mais c'est tout. Donc le chasseur, lui, il a un rapport plutôt intéressé à la forêt. Et voilà, je voulais vraiment être de ce côté-là, d'un rapport concret, même dans le rapport aux animaux, quoi. L'animal n'est pas présent dans une idée, voilà, quoi. Il est toujours présent dans sa relation avec l'homme, quoi, avec les personnages. Et je voulais être assez concret, assez pragmatique sur cette question-là. Je trouve qu'il y a une tendance en ce moment un peu à un rapport décoratif, je trouve, à la forêt, aux animaux, quoi. La forêt a une existence fantasmatique très forte, quoi. On utilise la nature pour vendre des voitures, pour illustrer le moindre livre ou je ne sais quoi, et les animaux aussi, quoi. Oui, non, mais il y a même une dimension publicitaire presque de l'animal que je trouve un peu dommage, quoi. On a remplacé les femmes en talons aiguilles par des cerfs pour vendre des voitures, quoi. Dans les pubs de voitures, maintenant, on met plus des femmes sexy, on met un cerf avec des bois exceptionnels, quoi. Tout ça étant fake d'ailleurs. Et voilà. Oui, même l'idée de sauvage, quoi. Le sauvage est un peu servi à toutes les sauces et je trouve qu'il n'y a
il n'y a pas moins sauvage que l'être humain du 21e siècle, quoi. Il faut être honnête là-dessus. Ça vaut pour tout le monde. Hein, Et puis c'est ce qui est bien représenté aussi dans votre roman, c'est le rapport de l'humain avec les animaux, effectivement, et que c'est loin d'être un rapport uniquement avec le sauvage, puisque certes le lynx dans votre roman, il incarne effectivement le sauvage et l'inattendu et l'animal qui effectivement qui symbolise, qui a une symbolique assez forte et tout d'un coup un peu mythique, mais ouais voilà, quand on le croise, enfin on a l'impression que les personnages qu'il croise, c'est une rencontre extrêmement intense, justement du fait aussi de sa rareté. Mais à côté de ça, Julien, il emploie les animaux pour son travail aussi. Il parle de ses chiens de travail, d'ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement là, le rapport au sauvage est quand même totalement différent aussi. Oui, c'est ce que je disais dans le lien. En fait, on est toujours il y a toujours un lien intéressé entre l'homme et l'animal, ou un lien parfois qui est pas forcément d'exploitation ou de prédation, mais de compagnonnage. Mais voilà, avec les animaux, on est toujours dans ce lien-là avec l'homme, quoi. Et hormis en ce qui concerne le lynx, qui est un peu la figure mythique ou mythologique, comme je disais tout à l'heure, l'ours ou le loup ailleurs, quoi. Alors, je trouve que dans ce roman-là, même si c'est loin d'être un sujet que vous abordez de manière frontale, mais il est quand même question de certaines problématiques écologiques, justement, notamment liées, par exemple, aux animaux. Et voilà, c'est quelque chose qu'on trouve qui est un peu moins présent dans vos autres romans. Alors, c'est peut-être aussi du fait que la nature est plus présente dans ce roman-là. Est-ce que vous diriez que vos personnages habitent la nature différemment de vos personnages d'il y a 10 ou 15 ans, justement à l'éclairage du changement climatique, etc. C'est possible pour plein de raisons, aussi parce qu'ils sont un peu plus âgés, plus mûrs, mais aussi parce que on n'est pas les mêmes personnes par rapport à toutes ces questions-là. Ou en ce qui me concerne, je le suis pas. Moi, j'ai longtemps pas été très sensible à ces questions-là, malgré le fait d'avoir grandi à la campagne et d'avoir eu des parents qui, pour le coup, étaient très, très sensibles sur ces questions-là. Mais comme beaucoup d'entre nous, je m'en suis longtemps protégé, quoi. Et là, voilà, maintenant, on peut pas faire autrement que de composer avec. Mais en effet, c'est pas un sujet, c'est plus un élément qui est là, un élément du quotidien. Oui, ça fait partie de la réalité de vos personnages, mais c'est pas, en effet, c'est un sujet qui est pas abordé. Je crois que de toute façon, de manière polémique. Voilà. Et puis, j'appréhende pas l'écriture des romans comme ça. Moi, je me dis pas, je vais traiter de tel sujet, en fait. Quand vous écrivez un roman, votre but premier, c'est de raconter une histoire, c'est pas de faire passer un message. Oui, c'est ça. Oui. Bon, on peut le dire comme ça, oui. Oui, c'est vraiment de faire exister un monde, de faire exister des personnages. Et justement, dès qu'il y a la possibilité d'un sujet, je fuis plutôt d'un sujet qui émerge, et d'un sujet de société, par exemple. J'essaie de dynamiter ça et je veux surtout pas m'engager dans une approche idéologique. C'est aussi le moyen, je trouve, ce que je trouve intéressant et chouette dans vos romans, c'est qu'il n'y a jamais de jugement moral et le fait justement de ne pas en faire un sujet, c'est aussi le moyen, j'imagine, de garder cet équilibre, je trouve, qui paraît tout à fait naturel, de ne pas verser dans le manichéisme. Voilà. Il me semble qu'on peut même dire que c'est le roman, c'est le lieu de la complexité, quoi. C'est l'inverse du slogan ou du tract politique, quoi. Et voilà, si je voulais être de ce côté-là, il y a d'autres espaces où on peut se livrer à ça, quoi. Avant de passer aux questions du public, s'il y en a, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on pourrait parler de ce que représente la foudre dans votre roman, puisque c'est quand même elle qui a donné son titre au livre, et qu'elle est assez présente à divers endroits, divers passages du texte. Elle représente plein de choses. C'est vrai qu'elle a plusieurs sens. Elle fait écho au coup de foudre, le coup de foudre faisant peut-être écho au coup de planche, quoi. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bon, moi je voyais ça. Après, c'est aussi un élément concret de la vie du berger, quoi, ou de la vie de ceux qui habitent en montagne.
Moi-même, j'avais été très marqué par quelqu'un qui était mort du fait de la foudre, que je connaissais pas, et je pense que quand on est en ville, quand on grandit en ville, on est un peu plus coupé de ce genre d'histoire. Quoi. Oui, on pense un peu moins, en tout cas, au danger que ça peut représenter, je pense. Oui, c'est ça teinte le quotidien de quelque chose d'un peu inquiétant. Et ça dit quelque chose aussi de ce que c'est que de grandir à la campagne ou à la montagne. Et puis après, concrètement, alors, je ne vais pas vous raconter la fin, mais... Et puis de toute façon, la fin est ouverte. Elle a suscité des grands débats dans notre équipe. Donc La fin est ouverte. Bah, tant mieux. Moi-même, je ne sais pas quoi en penser précisément. Okay. Chacun la vit comme il le veut. Mais j'avais... alors je ne sais pas si c'était dès le début de l'écriture, mais j'avais assez tôt la scène finale en tête, et même la dernière phrase qui était un peu comme une flèche, quoi, qui m'a guidé pendant toute l'écriture et que j'espérais être capable d'atteindre. Et le fait est que c'est réussi. J'en sais rien, mais je l'ai atteint, oui. et la foudre, le titre est pleinement, si on en doute, jusqu'à la 450e page, si on en doute, le titre est pleinement justifié à la fin. Oui. On peut avoir plusieurs sens possibles, effectivement, qui sont aussi soumis à l'interprétation du lecteur. Oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ? Bonsoir. C'est pas une question sur le roman, parce que je voudrais pas que trop on en dise trop. La semaine dernière, il y avait Sylvain Prudhomme ici, qui vous a cité parmi les écrivains avec lesquels il se trouve une familiarité, un compagnonnage. Quels seraient vos écrivains à vous ? Il y en a beaucoup. Sylvain, vraiment, c'est un ami et j'aime énormément. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'aime énormément ce qu'il écrit. Voilà. Et alors, il vous a cité, il a cité Natacha Apana. D'accord. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous influencer. Donc, il y a beaucoup de monde parce que je pense à quelqu'un que j'ai découvert réellement et dont j'ai découvert les livres récemment, mais qui est un peu de votre région, c'est Clara Arnaud, qui a fait d'ailleurs un autre livre de Berger, elle aussi, à la rentrée. Et vous passerez comme des vents fous, et je trouve vraiment très très beau. Mais il y a énormément d'auteurs qui m'intéressent, que je lis. Claudie Hunzinger, je ne sais pas si vous voyez, qui écrit Les Grands Cerfs ou Un chien à ma table récemment. Il faudrait que je réfléchisse. C'est vrai que souvent, quand il faut donner des références... Des auteurs pas forcément que vous connaissez. Oui. Des auteurs Claudine Hunzinger, je ne la connais pas. Que vous avez lus et dont vous vous sentez proche. C'est souvent la question des références. C'est comme quand on dit « Quel est ton film préféré ?» Ouais. Je sèche toujours parce que j'ai peur de le regretter 10 minutes après, de changer d'avis le lendemain, et le surlendemain encore. Mais oui, tout à l'heure, on a vu Pascal Dessin qui était là et qui a dû s'absenter. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je lis avec grand plaisir et que j'adore, oui. Et là, je vous parle encore de quelqu'un que je connais, vous les deux, je ne connais pas. Mais après, il y avait Emmanuel Pagano qui aujourd'hui s'appelle Emmanuel Salasque. Voilà, c'est quelqu'un dont j'aime énormément l'écriture. Ça commence à être pas mal là, non ? Ouais. Bonsoir. La réponse a été partiellement donnée déjà, mais je fais ma question quand même. Depuis Polichinelle, j'ai un peu sauté des étapes du coup, mais il y a eu quand même une évolution stylistique, il me semble, puisque initialement c'était quand même un style assez travaillé, recherché. On sentait à la lecture le travail sur le style. Là, on est passé à un style très très fluide, accessible. Et je voulais savoir pourquoi cette évolution
stylistique? C'est une bonne question. Parce que je crois que j'ai découvert un peu tardivement qu'un livre pouvait aussi servir à raconter des histoires. Ce qui semble tout à fait évident. Mais moi, quand j'ai commencé à écrire, la seule chose qui m'intéressait, c'était vraiment la langue, le travail sur le rythme, la dimension musicale de l'écriture. Parce que là aussi, je venais un peu de là en tant que lecteur. Et dans Polichinelle, il me semble que l'histoire est plus un prétexte à un travail sur un travail formel, ouais. De manière pour plein de raisons, je me suis mis petit à petit ensuite à m'intéresser au récit, à la narration. Et à ce moment-là, alors j'aurais pu continuer pour autant à écrire comme dans Polichinelle, mais il m'a semblé nécessaire d'écrire un peu différemment pour que la langue soit pas trop n'empiète pas trop sur le récit. Et puis voilà, je pourrais même dire que l'idée d'être plus facile à lire, d'être plus accessible, comme tu l'as dit, était quelque chose qui me préoccupait. En fait, quand Polichinelle est sorti, mon entourage, hormis quelques personnes qui lisaient, n'a pas compris du tout ce livre. Et moi, j'ai jamais totalement coupé avec l'endroit d'où je viens. Et c'était pas forcément facile à vivre d'avoir d'un côté un accueil de la critique, du milieu, l'édition et tout ça qui était très positif. Et quand j'étais à Paris, mais pas si souvent que ça, quoi, pas au quotidien en tout cas, j'étais assez valorisé du fait de ce livre-là. Et puis dès que je retrouvais mes proches, en fait, ils avaient presque honte, pour certains, de parler de littérature, de leur lecture en ma présence, parce que eux n'avaient absolument pas du tout aimé ce livre, ne l'avaient pas compris, et considéraient que, je sais pas vraiment finalement ce qu'ils pensaient, mais leur idée m'a importé, quoi. J'ai pas rejeté. Je me suis pas dit c'est des cons, ils y comprennent rien. Je me suis pas dit non plus je vais leur écrire je vais écrire en pensant à eux pour leur faire plaisir, pour être grand public à tout prix. Mais j'ai quand même cherché à ouvrir un peu mes textes en essayant de comprendre que c'est vrai qu'il y a des formes qui sont pas recevables par tout le monde. Et cette idée d'être lu par mes proches m'importait. Ça peut sembler une forme de compromission, ou je sais pas, mais moi ça a compté parce que tout simplement je parlais de gens qui eux-mêmes, j'avais l'impression en tout cas de parler de gens qui se retrouvaient pas forcément dans mes livres, et l'idée que les lecteurs, que les personnes qui m'inspirent se retrouvent et même peut-être se sentent représentées correctement est quelque chose qui m'importe beaucoup aujourd'hui. Ça fait un peu midinette de le dire comme ça, mais quand je me balade dans la rue, dans mon village, dans le Jura, et qu'il y a des gens que je connais pas et qui me disent j'ai lu votre dernier livre, continuez, parce qu'on se retrouve dans ce que vous écrivez, on a l'impression vraiment que vous parlez de nous de manière juste, on se sent vraiment représenté. C'est quelque chose qui me touche et et si je suis plus du côté de l'expérimentation formelle, comme je l'avais été avec Polichinelle, j'ai l'impression qu'ils vont se sentir presque pris de haut par une forme qui les dépasse. Et cette idée-là m'embête un peu. Voilà. Donc, je crois que aujourd'hui, j'assume le fait d'essayer de faire une littérature qui soit populaire, sans renier du tout. Parce que sans renier du tout une forme d'exigence stylistique, mais parce que aussi écrire de manière plus fluide, peut-être plus simple, comme je l'ai fait aujourd'hui, n'est pas pour autant plus facile, quoi. En tout cas, après Polichinelle, j'aurais pu en faire 10 comme ça, quoi. Et ça m'intéressait pas parce que
il y avait un côté, voilà, j'allais être du côté de la recette plus que. Et ça a été un défi en vérité pour moi de faire simple, en termes d'écriture, mais aussi en termes de structure romanesque, quoi. Comme je disais tout à l'heure, c'était pas évident. Moi, je me voyais pas du tout comme un conteur, j'avais pas l'impression que ça m'était naturel au début de raconter des histoires. Et c'est quelque chose alors que j'ai travaillé totalement par l'expérience, quoi. J'ai pas lu de méthode de scénario, d'écriture de roman ou quoi, mais c'est quelque chose qui m'a apporté aussi, voilà, de découvrir ce pan-là, qui est pourtant le pan le plus évident, que voilà, le récit, la narration et voilà, les histoires. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on va finir par une lecture, puisque Pierrick Bailly était d'accord pour nous lire un morceau. Bon, je vais lire ce que vous avez choisi, comme ça. Comme j'oublie en général ce que j'écris, ça serait un peu. J'aurais l'impression que ce serait une découverte. Nadia collait bien avec le souvenir que je gardais d'elle, très gentille, affable, sociable. Elle ne faisait pas partie de notre petite bande, mais on était liés par une complicité d'ordre géographique, car elle avait grandi dans le Haut-Jura, à côté des Rousses, à Bois d'Amont. Contrairement aux autres élèves, elle connaissait la vallée de la Valserine, et en classe, il nous arrivait d'échanger un rictus de connivence quand il était question du massif du Mont-Blanc ou même du lac Léman. En faisant défiler la liste des contacts, je me mets à douter d'avoir bien noté son numéro. Puis à me demander si je ne l'aurais pas effacé le soir même. J'en aurais été capable. Le suspense est vite rompu. Bonin Nadia, 06 32, etc. Comme quoi, je suis plus fiable que je le pensais. Dans la cuisine du chalet se trouve accrochée au mur une photo de mon grand-père quand il avait 12 ans. Une photo en noir et blanc où il est seul au milieu des vaches, à quelques kilomètres d'ici. Je l'interroge d'un léger coup de tête en avant. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place, John ?» Je me marre en l'entendant grommeler. « Romain Dieu !»« Bah oui, allez, appelle !» Il est quand même tard pour appeler. Je me rabats sur un SMS. Je dis à Nadia que je viens d'apprendre pour Alexandre et que je suis stupéfait. C'est le mot que j'emploie. Il ne convient peut-être pas très bien, mais j'ai du mal à trouver une formule adaptée. S'il était mort ou s'il avait subi un accident, ça viendrait facilement. Je serais profondément désolé. Je lui transmettrais mes pensées de réconfort, mes vœux de courage. Je lui proposerais peut-être mon aide en cas de besoin. On sait comment s'adresser à l'entourage des victimes, on sait quoi dire à ceux qui vont mal, à ceux qui souffrent. Mais qu'est-ce qu'on écrit à la femme d'un assassin ? En le relisant, mon message me semble un peu sec. Ça doit lui faire une belle jambe à Nadia d'apprendre que je suis stupéfait, que je suis abasourdi, que je ne peux pas y croire. J'espère tout de même qu'elle me répondra. Dans les semaines qui suivent, quand la petite icône en forme d'enveloppe apparaît sur l'écran, j'ouvre aussitôt le message et je suis toujours déçu. Je précise qu'à ce moment-là, il a un portable ancienne génération avec des touches et donc seulement l'icône, voilà, un vieux Nokia touche. La plupart du temps, c'est Héloïse, et les rares fois où mon téléphone sonne, c'est Anne-Marie, l'éleveuse du pays de Gex, qui me confie ses bêtes depuis maintenant 7 ans. Aujourd'hui, pour m'annoncer qu'elle me livrera 2 stères supplémentaires de rondins bruts demain matin. 3 jours plus tard, en fin d'après-midi, je suis en train de fendre quelques morceaux quand un jeune couple se pointe en t-shirt avec un seul sac à dos. Le type a les lèvres qui commencent à bleuir. Je leur dis que je ne suis pas un refuge et que je fais ce métier précisément pour qu'on me laisse tranquille. Mais ils sont si mal équipés, même pas un pull, des sacs de couchage pour aller au camping, et ils n'ont pas de tente car ils prévoyaient de dormir à la Belle Étoile, que je cède. En contrepartie, je leur colle le merlin dans les mains et leur demande de terminer la dizaine de rondins restants pendant que je m'occupe de la soupe. Ils me rejoignent au bout de 5 minutes en m'avouant qu'ils n'ont pas réussi à fendre un seul morceau. Je me mets à grogner comme faisait mon grand-père. Je les sens à 2 doigts de partir en courant. Ils me montrent comment ils s'y prennent en tenant l'outil au milieu du manche et en le soulevant pas plus haut que le visage. Je leur donne un petit cours de bûcheronnage. Ils finissent par y arriver, ils ont l'air contents, on aura quelque chose à raconter. Ils me remercient pour la 30e fois depuis qu'ils sont arrivés, et tout en fixant avec insistance le merlin, je leur dis que s'ils n'arrêtent pas sur le champ les remerciements, cette fois ils auront vraiment quelque chose à raconter.
Mais je ne leur laisse pas le temps d'avoir peur, je rigole et je m'excuse. Allez, la soupe est prête. Durant ce mois d'août pluvieux, je me fais une soupe presque tous les soirs. La journée, j'ai toujours un thermos de thé que je bois assis dans l'herbe, à petites gorgées, en gardant les bêtes. Je sors un livre, une biographie de peintre ou un gros roman, et au bout de 100 pages, ou de 30, ou de 3, je décroche. Je pense à autre chose, je dérive. Je peux partir assez loin comme ça. Je reste conscient de mon environnement, attentif aux mouvements du troupeau, au comportement des brebis et des béliers, aux élans protecteurs des patous avec les randonneurs, le tout bercé par le son des clochettes. Je peux passer des heures à ne pas bouger, même par mauvais temps, planqué sous mon grand parapluie, le cul posé sur un sac poubelle, les chaussures et le pantalon trempés, l'esprit qui vagabonde. Je n'ai même pas besoin d'un prétexte pour m'évader, ça se fait tout seul, je ne maîtrise rien, je passe d'un sujet à un autre. C'est souvent léger, matériel. Comment améliorer le chalet, professionnel, quand est-ce que je me décide à constituer mon propre troupeau? Parfois, il y a un peu d'aigreur envers les randonneurs, avant tout, envers Anne-Marie, envers la famille, envers Héloïse. Mais Héloïse est aussi à l'origine de pensées plus lumineuses, des pensées amoureuses ou érotiques. Ces derniers temps, l'histoire d'Alexandre prend toute la place. C'est lui qui m'empêche de lire. C'est toujours lui qui impulse une nouvelle rêverie. Je n'arrive pas vraiment à spéculer sur son geste, je n'en sais pas assez. Alors je tourne autour. Et plus je tourne, plus je m'éloigne. J'en veux à Nadia de ne pas me répondre. Je m'en veux à moi d'avoir été aussi désagréable avec elle devant le lavomatique. Je m'en veux d'avoir coupé avec tout le monde au lycée. Voilà. Puis après, on bascule dans le passé. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce petit passage, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous donnera envie de le lire. Et ben, je vais conclure cette rencontre juste en vous disant qu'effectivement, vous avez bien raison de ne pas avoir honte de vouloir faire simple, parce que je trouve que vous avez vraiment trouvé au fur et à mesure de vos romans un ton qui vous est très très propre, et je pense que c'est pas donné à tous les écrivains, et ça reste très très agréable de vous lire. Donc merci. Merci. Et si vous êtes d'accord pour vous livrer à une petite séance de dédicace, voilà, si vous avez vos livres ou si vous n'en avez pas, vous pouvez les retrouver là-bas près du bureau de mon collègue. Et Pierrick peut s'installer à cette table-là si vous êtes d'accord. Le dernier roman de Pierrick Bailly, La Foudre, est paru aux éditions POL. Chez ce même éditeur, il a auparavant publié Polichinelle en 2008, Michael Jackson en 2011, L'Étoile du Haut-Akan en 2016, L'Homme des Bois en 2017, Les Enfants des Autres en 2020 et Le Roman de Jim en 2021. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec l'aimable collaboration de Radio Radio Plus et Radio Terre.